J'arrive pas à m'accepter du tout. Je vois quelqu'un que je ne reconnais pas. Mais bon, paraît que j'ai de la chance, je suis en vie. Aujourd'hui, dans Toute une histoire, Alexandra sera l'une de nos invitées. Depuis un AVC, son visage a totalement changé et elle a dû subir une lourde intervention chirurgicale. J'espère la retrouver comme elle était avant son AVC, en fait. Alexandra va-t-elle enfin pouvoir accepter son nouveau visage? Nous allons la retrouver sur notre plateau dans un instant. Notamment à Patricia, d'être présent sur ce plateau. Patricia, qui a vu sa vie basculer il y a 5 ans suite à une agression au vitriol. Et si elle est ici aujourd'hui, c'est pour avancer dans son travail de reconstruction, pour que son regard sur elle-même change, mais également votre regard sur elle. Et je tiens particulièrement à saluer son courage, ainsi que celui de tous nos invités d'aujourd'hui, qui eux aussi se battent pour apprendre à vivre avec leur nouveau visage depuis qu'ils ont été défigurés, que ce soit par une maladie, un accident ou une agression, comme celle dont Patricia a été victime. Bonjour Patricia. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et je salue une nouvelle fois votre courage. La photo que nous voyons ici derrière moi est une photo de vous avant votre agression. Cette femme sur cette photo, est-ce que c'est encore un peu vous? Non, du tout. Du tout? Du tout. Vous sentez... Aussi bien physiquement que psychologiquement, j'ai totalement changé. Est-ce qu'il vous arrive de regarder encore ces photos-là? Non. Alors, c'est à l'âge de 45 ans que votre vie a pris un nouveau tournant. Que s'est-il passé exactement? Suite à une rupture, mon ex-compagnon m'a jeté à 2 reprises de l'acide sulfurique. Comment l'aviez-vous rencontré, cet homme? Je travaillais en tant que concierge et il était locataire dans ce bâtiment. Et voilà, un jour je reçois un texto et je me demande qui c'est. Votre relation avait duré longtemps? Non, c'était même pas pour moi une relation parce que je trouvais déjà quelqu'un qui n'avait pas, je dirais, toute sa tête sur les épaules. C'était une relation qui était fort comme une scie. En dents de scie. Oui. Et donc ce jour-là, il vous envoie un texto? Non, le jour du drame. Non. Il sonne chez moi et mon appartement était pourvu d'une caméra vidéo. Et il dit j'ai un colis à vous remettre. Enfin, la personne dit. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu que c'était lui qui sonnait? Et je dis mais... Vous l'aviez averti le jour même de votre décision de rompre avec lui? Non, ça faisait au moins 2 semaines que je pensais qu'il avait enfin compris que j'étais tranquille, parce qu'avant ça, c'était des harcèlements de tout genre. Et donc là, vous pensiez que ça y est, c'était terminé? Oui. Ce jour-là, vous entendez sonner? Oui. Vous voyez quelqu'un avec un colis, donc vous ne voyez pas sa tête? Oui. Et que s'est-il passé précisément? Et je descends donc en bas, et les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Et la porte d'entrée est pourvue d'une porte vitre. Et là, je reconnais directement son porte-clés, et là, tout va très vite. Tout va très vite. Il était habillé en motard, de la tête aux pieds, et j'ai reçu un premier jet d'acide, où je suis tombée, je me dis qu'est-ce qui m'arrive, je voyais plus, je me sentais vraiment mourir. Oui, c'est une douleur indescriptible. Avec quoi, une sensation de brûlure? De brûlure, j'ai vu mon bras fondre et j'ai dit ça y est, mon heure est arrivée. Oui. Et il a recommencé? J'ai été chercher, j'ai voulu
prendre l'ascenseur. J'ai dit non, Pat. Si tu montes, t'es une femme morte. Et j'ai rampé tant bien que je pouvais. Et il était de nouveau devant moi. Et j'avais des longs cheveux. Et qu'est-ce qu'il a fait encore pour ajouter ça? C'est pour ça que pour moi, c'est une tentative d'assassinat. Il a pris donc mes cheveux qu'il a roulés autour de son poignet. Et il a donc obligé, ma tête était donc en arrière. Et là, c'était pire parce qu'il avait mélangé l'eau au vitriol, donc c'est encore pire, quoi. C'est pour ça que tout ça ici, tout mon visage, c'est une grève. J'ai perdu une oreille, je suis aveugle. C'est une prothèse, j'ai tout perdu. Ça a été jusqu'à 30% de mon corps. Qui vous a porté secours? Mon patron. Qu'est-ce qu'il faisait là? Parce que j'étais jusqu'à l'extérieur pour trouver de l'aide. Et bon, le bureau était juste à côté et il est venu me sauver. Et vous arriviez à vous déplacer? Ah, quand vous avez... Enfin, je pense que c'est beaucoup mes enfants qui m'ont aidé à survivre. Il fallait coûte que coûte que j'explique, parce que je l'avais reconnu malgré qu'il n'a pas dit un seul mot pendant son acte. Il fallait que mes enfants soient au courant. Et puis je pense que le corps a son deuil de tolérance dans la douleur. À un certain moment, je disais tous les numéros de téléphone à mon patron. Je disais, attention, ma fille va arriver. Mais tout ça pendant que ça brûle encore. Hein, C'est-à-dire qu'on a une sorte d'instinct de survie à tout prix, oui. Que vous gardez votre mental. Il fallait que vous donniez toutes les informations avant de pouvoir Oui. lâcher, quoi. Oui. Et à ce moment-là, vous avez été prise en charge, on vous a emmené à l'hôpital. L'ambulance est arrivée et tout ce que je me souviens, c'est que l'ambulancier a dit plus personne ne touche, je pense que c'est de l'acide. Et je me suis réveillée 3 mois plus tard. C'est-à-dire que vous avez été plongée dans un coma artificiel pendant Oui. 3 mois? Oui. Pour ensuite replonger dans 10 jours de coma. Parce que la douleur était trop forte? Parce que la peau, c'est déjà... La peau est la barrière de la vie. Donc, comme moi, tout était à vif. Donc, j'étais amène à tout sorte de microbes et je m'étais chopé un vilain microbe et j'étais retombée dans le coma. Quel souvenir gardez-vous de la toute première fois où vous avez croisé votre reflet dans un miroir? C'est très... Le souvenir, il est d'abord... C'est moi qui l'ai fait sans le vouloir. Parce que j'étais déjà de nature avant très combattante. J'allais de l'avant tout le temps. Et j'en avais marre qu'on s'occupait de moi. Et un soir, je me suis dit, zut, Pat, lève-toi et marche, quoi. Et j'ai marché toute seule jusqu'à la salle de bain. Et le lendemain matin, l'infirmière a dit, on y va? J'ai dit non, j'y vais tout seul. Et là, ça a été l'erreur que j'ai faite. Parce que j'avais besoin d'un savon, il n'était pas là. Mais chez les brûlés, c'est un hôpital qui est très spécial, c'est pas n'importe quel autre hôpital. Et en ouvrant la pharmacie pour prendre le savon que j'avais besoin, ben, le savon, il se trouvait tout à fait à gauche. Et comme je suis aveugle à gauche, j'ai ouvert, ben, à un certain moment, ben, j'étais face à l'énorme miroir. Ce que vous cherchiez à éviter jusque-là? Oui, parce que ça avait été prévu avec la psychologue des volets. Normalement, c'est un petit miroir qu'on ouvre tous les jours pour s'accepter. Et là, vous vous touchez, vous dites, est-ce que je suis encore dans mon cauchemar? Non, mais le reflet, il est là, c'est bien vous. Et j'ai hurlé et je vous cache pas que... Le monstre, il était né sur Terre. Et j'en avais voulu au médecin de m'avoir laissé en vie.
Donc vous êtes resté à l'hôpital combien de temps? J'ai fait 8 mois à l'hôpital d'Épaulet pour ensuite aller 3 mois dans un centre de réhabilitation pour apprendre tout. Je devais apprendre à parler, à remarcher convenablement, à utiliser un couteau, à utiliser les objets de la vie de tous les jours. Quand vous vous êtes dit ça, j'en veux au médecin qu'il me laisse en vie, j'imagine qu'à nouveau vous avez pensé à vos enfants à ce moment-là? Non. Quand je me suis découverte dans le miroir, non. Parce que je me suis dit, eux doivent aussi subir. C'est une agression qui a eu des dommages collatéraux monumentaux. Ma famille m'a abandonnée. Votre famille vous a abandonné? Oui. Oui. Cet agresseur, il a été condamné, j'espère? Oui, il est passé en cour d'assises. Il a pris 30 ans. Qu'il purge en ce moment même? Oui. Oui. Témoignage extrêmement douloureux, difficile. Vous nous expliquerez pourquoi vous êtes là aujourd'hui. En tout cas, je salue vraiment votre présence et votre courage une fois de plus. Merci. Yvonne, merci d'être avec nous. On peut saluer Yvonne, notre psychologue. Votre première réaction à l'histoire de Patricia? Témoignage troublant, poignant, révoltant. Vous avez été victime, bon ça vous l'avez dit, d'une véritable tentative de meurtre. Et quand on touche au visage et quand délibérément on veut défigurer quelqu'un, c'est le meurtre d'une personne. Pourquoi? Parce que le visage, c'est le support de notre humanité, de nos émotions, et on porte en soi notre identité. C'est pour ça que vous ne voulez pas regarder l'image d'antan. Vous êtes quelqu'un d'autre, vous ne vous reconnaissiez plus, vous êtes devenu quelqu'un de différent. Et je crois que surtout, il n'est pas question de faire tant de psychologie, mais de saluer bien sûr votre courage, mais votre rage de vivre. Vous avez subi toutes les étapes que subissent les personnes qui vivent des traumatismes et des agressions. La sidération, l'anesthésie quand la souffrance est extrême, et ensuite le désir ardent de continuer à vivre. Et je voudrais juste souligner la difficulté de se retrouver dans un miroir. Alfred Jacquard disait avant de mourir, si j'avais su que j'ai toute ma vie porté un masque parce qu'il a été défiguré, lui aussi dans un accident, j'ai eu un masque de fer toute ma vie et je le regrette. Tous les miroirs étaient mes ennemis intimes. Et vous avez voulu retrouver ce miroir par vous-même. C'est un acte de volonté, mais hyper dangereux pour votre psychisme, dans un premier temps, parce que ça réactivait le choc. Néanmoins, Patricia, je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous regarder vraiment droit dans les yeux, parce que vous êtes une femme avec une voix tellement chargée de générosité, de bonté et de combativité, que quoi dire face à votre courage? Peu de choses, mais j'espère qu'au fil de cette émission, on vous redonnera beaucoup de courage. Merci. Pour continuer. Merci. Parce que vous le valez. Merci. Et savoir aussi que l'image de soi, c'est pour ça qu'on a l'impression de ne plus être personne. L'image qu'on a de soi, elle a deux fonctions. Elle est visuelle, donc l'image dans le miroir, mais elle est aussi sensitive et sensorielle. Donc il faut retrouver celle-là. Juste une question, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Je suis là pour aussi expliquer que j'ai des combats à mener parce que je mène sur les peines incompressibles. Je mène aussi pour que l'acide sulfurique soit retiré des commerces. C'est-à-dire que comme souvent quand on vit un traumatisme, on a besoin que ça prenne du sens. Oui. Oui. Et vous nous ferez part tout à l'heure de vos différents combats. On va découvrir à présent en images l'histoire d'Alexandra. Après un accident vasculaire cérébral, il y a 1 an et demi, Alexandra s'est réveillée avec toute la partie gauche de son visage paralysée et déformée. Nous étions auprès d'elle il y a 1 mois à l'occasion de sa première opération de reconstruction faciale. Redevenir celle que j'étais avant, c'est le titre du reportage que nous lui avons consacré chez elle en Belgique et on la retrouve juste après sur notre plateau. Il est 8h30 du matin à la clinique Sainte-Élisabeth de Namur.
C'est un jour important pour Alexandra, 51 ans. Dans quelques heures, elle doit subir une lourde chirurgie réparatrice du visage, qui, elle l'espère, va lui changer la vie. C'est avec Henri, son compagnon depuis 25 ans, qu'elle découvre la chambre dans laquelle elle va poser ses valises pour quelques jours. Oula, joli, joli. Ben, ça va bien ici, non? Bel hôtel. 3 étoiles. Malgré l'enjeu de cette journée, Alexandra semble détendue. Ça y est, le matelas. Oula, c'est du rude. Pour l'instant, ça va. Crois que je ne réalise pas très bien ce qui va se passer plus tard. Je prends connaissance des lieux et je m'installe, mais je ne pense pas à ce qu'il va y avoir dans 2-3 heures du tout. Si le visage d'Alexandra a changé, c'est parce qu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 8 février 2013. Depuis, une partie de son visage est paralysée et se regarder dans un miroir est devenu insupportable. Non, j'arrive pas à m'accepter du tout. Je vois quelqu'un que je ne reconnais pas, que je ne connais pas très bien. À l'intérieur, tout est détruit. Donc je regarde une partie de mon visage le matin et j'ai l'impression de vivre un morceau de ma vie en attendant autre chose. Mais bon, paraît que j'ai de la chance, je suis en vie. C'est ce qu'on me dit tous les jours. Alors aujourd'hui, Alexandra est prête à tout endurer pour redevenir la femme qu'elle était. J'espère, avec l'opération, retrouver une partie de mon visage, de ma personnalité. Parce que qu'est-ce qu'on voit en premier chez quelqu'un, surtout chez une bonne femme? Le visage. On regarde pas ses pieds, hein. C'est pas évident d'assumer tout ça non plus. Plusieurs heures après leur arrivée, le chirurgien est toujours retenu par une urgence. Alexandra et Henri doivent donc prendre leur mal en patience. Ce n'est finalement qu'à 17 h qu'un brancardier se présente. Bonjour. Vous cherchez pour aller au bloc opératoire. On y va? C'est parti. Alexandra s'apprête enfin à se faire opérer, près d'1 an et demi après son AVC. Mais je vais jusqu'à l'ascenseur. Tantôt. L'intervention est délicate. Le chirurgien et son équipe vont tout tenter pour permettre à Alexandra de retrouver de la mobilité au niveau de la mâchoire. On peut y aller. Au même moment, de l'autre côté du bloc, c'est une longue attente qui débute pour Henri. Depuis cette foutue maladie, elle a complètement changé parce qu'avant, c'était une âme qui était très sensible, très accueillante, très joyeuse, qui aimait la vie, la joie de vivre, quoi. Bon, maintenant, évidemment, depuis son AVC, ça a un peu changé, quoi. J'espère la retrouver comme elle était avant son AVC, en fait. L'intervention va durer encore quelques heures et se poursuivre jusque tard dans la soirée. Il est plus de 23 h lorsque le spécialiste sort enfin du bloc. On a fait tout ce qui était prévu de faire et maintenant il faudra attendre 3 mois. Donc on espère qu'avec des exercices quotidiens pour la patiente et pour le kinésithérapeute, eh bien, elle va récupérer une ouverture buccale normale. Quant à Alexandra, c'est en soins intensifs qu'elle va passer la nuit. Henri devra donc attendre le lendemain matin pour la serrer dans ses bras. Alexandra est avec nous. Bonjour Alexandra. Bonjour Sophie. Comment vous sentez-vous depuis cette opération? Ça va bien, merci. Est-ce que... pourquoi vous portez des lunettes de soleil aujourd'hui? Parce que depuis l'AVC, je suis devenue intolérante à la lumière et des spots et le soleil, mais aussi pour cacher mon œil qui est encore c'est vrai que déplacé. Ici, entre les applaudissements qui font qu'on n'entend rien et la lumière et une oreille vive... bouchée, complètement sourde ici, donc voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir sur notre plateau aujourd'hui, malgré tous ces inconvénients?
Je pense au début que c'était pour me prouver le fait que je pouvais encore faire quelque chose. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient ce problème de paralysie faciale et on n'en parle pas. Et aussi retrouver, je pense, un peu d'estime personnelle. Voilà. Avant cet AVC, quel genre de femme étiez-vous? Une emmerdeuse. Hyper indépendante, toujours dans le stress. Et maintenant, je suis dépendante de tout le monde. De quelle partie de vous-même étiez-vous particulièrement fière? Mon visage et particulièrement les yeux. Ouais, pas celle-là, moyen quoi. Quelle était votre profession? J'étais dans la restauration, hôtel-restaurant, indépendante. Est-ce qu'il vous arrive de regarder ces photos? Et si oui, qu'est-ce que vous ressentez en les regardant? Je ne les regarde pas trop, non. Non. C'est une autre vie, c'est la vie d'avant. Là, quand vous regardez, vous vous dites quoi? C'est toujours la même personne? Non, pas du tout. Non, 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 non. Comme m'a dit madame, le physique a changé, mais l'intérieur aussi. Il y a un tsunami qui est passé, donc tout était ravagé. Il faut reconstruire, essayer de reconstruire tout doucement. Comment ça vous est arrivé, cet AVC? En me levant, en me sortant de la douche, je me suis séchée. J'ai ressenti une énorme chaleur ici, le bras, l'épaule. C'est-à-dire que c'est quand l'hémorragie a éclaté dans le tronc cérébral. Voilà. Et vous aviez des problèmes vasculaires? J'avais déjà fait un AVC en 2006, mais sans séquelles. Et on m'a dit, OK, tout va bien. Vous aviez fait du coma à cette occasion? Oui, j'ai fait 10 jours de coma et 3 semaines de soins intensifs. Puis j'ai eu une trachéotomie pendant 3 mois. D'ailleurs, la voix est tout à fait changée. Et voilà, tu te réveilles un jour et tu vois quelqu'un que tu ne connais pas dans ton miroir. Donc, à la suite du second AVC? Oui. Donc là, vous êtes resté dans le coma combien de temps, là? 3 semaines, je crois. Et la trachéotomie après, pendant plusieurs mois? Ça a duré, oui. J'ai passé mes 50 ans avec la trachéotomie, c'était super chouette. Oui. À quel moment avez-vous pu vous regarder dans un miroir? Quand je suis sortie des soins intensifs, j'ai demandé, on m'a dit un jour non, le lendemain non, et puis pour finir, j'ai demandé à ma nièce de venir et je dis je veux me voir. Et là, tu ne te rends pas trop compte parce que tu es encore à moitié endormi, tu es allongé, donc tu ne vois pas ton visage réellement comme il est. C'est après, quand tu es assise, que tu te mets devant un miroir, là, et tu te dis, où? Qui est là? Alors, les médecins m'ont dit pendant 1 an que ça pouvait se remettre, les nerfs, les muscles travaillent encore, donc j'ai espéré pendant 1 an, en tout cas, que ça allait récupérer, mais non. C'est la commande du cerveau est cuite. Pour l'œil, pour la joue, pour la bouche qui était paralysée, je suis restée 1 an et demi, la bouche fermée, carrément. Donc ça veut dire que vous avez fait beaucoup de rééducation pour pouvoir... Et là, l'opération que je viens de faire m'a beaucoup aidée, dans le sens où je peux ouvrir la bouche, manger correctement et surtout me faire soigner les dents. Parce que pendant 1 an et demi, pas de dentiste, rien du tout. Mais là, vous pouvez parler grâce à cette opération ou vous parliez avant? Je parle beaucoup mieux. Maintenant, comme il y a 1 mois que ça s'est fait, j'ai commencé la rééducation en espérant que le muscle temporal reprenne un peu de vie pour faire bouger la joue. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez lâché prise, où vous êtes tombé en dépression? Oui. À la date anniversaire, après l'AVC, donc 1 an après, j'y ai tellement cru. Mais oui, là, j'ai dégringolé. Longtemps? Je dirais que c'est encore présent, mais bon, il y a des médicaments, il y a des soutiens psychologiques, donc voilà. Mais j'espère quand même encore récupérer. Qu'est-ce qui vous a donné la force de vous battre? Ah, ça, je ne sais pas. La rage, peut-être. La rage de me dire, je vais y arriver. Et même si je ne sais pas retrouver ma vie d'avant, je veux au moins arriver à une vie convenable. Même si je resterai handicapée, je le sais. Une vie digne.
digne, une vie confortable dans le sens retrouver un peu d'indépendance et voilà. Vous allez nous raconter la Oui, suite oui. de votre combat au quotidien dans quelques minutes. Mais d'abord, nous allons faire la connaissance de Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme, vous êtes le premier homme au monde à avoir reçu une greffe totale du visage. C'était il y a 4 ans, en juin 2010. Pour quelle raison avez-vous eu recours à cette opération? Parce que les dernières années, la maladie progressait énormément. Et je me posais la question jusqu'à quel point la maladie allait progresser, avec quelles conséquences autres que physiques. De quelle maladie s'agit-il? Il s'agit de la neurofibromatose, qu'on appelait avant maladie de von Recklinghausen, et qui peut avoir des effets intérieurs sur les os, mais également des effets extérieurs qui étaient mon cas. D'accord. C'est une maladie qu'on appelle plus communément la maladie d'Elephant Man, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on a tendance à dire, même si la maladie de John Medic, dit Elephant Man, est différente. Mais les effets extérieurs, effectivement, sont les mêmes. Comment sont apparus les premiers signes de cette maladie? C'était vers l'âge de 9 ans, où la joue droite a commencé à s'affaisser. Et il y a eu des boursouflures au niveau du front et de la tête. Et au fil des années, ça s'est amplifié. Donc vous êtes transformé physiquement au fil du temps? Voilà, ça a été assez long, avec des périodes où la maladie se développait grandement, dans les moments de dépression, de désespoir. Alors j'imagine qu'au moment de l'adolescence, c'est déjà pas facile de s'accepter tel qu'on est. Donc quand en plus on subit les assauts d'une maladie comme celle-là, ça doit être encore plus compliqué. Oui, l'adolescence, c'est là que ça a commencé à être le pire, je dirais. Puisque quand j'étais petit, on me posait des questions sur mon œil, puisque j'ai eu un glaucome à la naissance. Et à 18 mois, il a fallu m'énucléer. Donc les gens étaient intrigués. Mais à partir de l'adolescence, effectivement, le regard a changé. J'avais quand même des copains, des copines, des amis. Mais je ne savais pas si on me préservait par amitié ou par la pitié. Et effectivement, c'est à partir de l'adolescence que les surnoms ont commencé à apparaître. Quel genre de surnom avez-vous entendu? Quasimodo, Elephant Man, entre autres. Est-ce que ces transformations physiques étaient accompagnées de douleurs? Non, aucune douleur, non. Est-ce qu'il y avait des traitements? Non, il n'y avait aucun traitement, puisque c'est une maladie génétique. Et il n'y a que récemment qu'on a vraiment des informations sur la maladie en tant que telle. Donc, à part la chirurgie esthétique, il n'y avait rien à faire. Jusqu'à quel stade la maladie s'est-elle développée? Dans un premier temps, c'est la partie droite du visage qui était atteinte. Et les dernières années, juste avant mon opération, la partie gauche commençait à être touchée. Comment vous avez traversé ce changement physique? Ça a été très très dur puisque j'entendais sans arrêt dans la rue « t'as vu le monsieur ?» ou on me montrait du doigt. Les gens s'arrêtaient, étaient interloqués. Il y en a même qui revenaient sur leur pas pour me regarder encore une fois. Moi, je ne disais rien, mais ce qui m'a aidé à tenir, c'est ma famille. Votre famille? Mais, j'ai eu une éducation normale et j'ai eu n'importe quelle activité comme n'importe quel adolescent ou enfant. Et mes parents n'ont jamais eu d'attitude de préservation. Donc ça m'a aidé. Ils vous ont toujours considéré comme quelqu'un de normal, comme on dit? Oui, voilà. Quel tournant a pris votre vie à cette période-là? C'était une période de désespoir, de profonde tristesse. D'autant plus que comme on avait peu d'informations sur la maladie, je ne pouvais rien exprimer. Donc jusqu'à mon opération, c'était 35 ans de silence où j'ai tout gardé pour moi. Et votre opération, donc vous avez eu
la chance, je pense, de rencontrer le professeur Lantieri. Comment ça s'est fait? Dans quel contexte? Vous aviez entendu parler de ce qu'il faisait? Oui, en fait, j'ai vu un reportage sur France 2 sur un patient du docteur Lantieri, Ouais. Pascal, atteint de la même maladie que moi, qui avait été opéré du bas du visage. Et ce reportage, je suivais Pascal dans son retour chez lui, à son quotidien. Et c'est là que j'ai appris qu'une équipe spécialisée à Henri Mondor, à Créteil, près de chez moi, spécialiste de ma maladie, était là, opérait. Donc, Vous avez hésité? Oui. Vous avez hésité avant d'aller le rencontrer? Oui. Ouais. Entre le reportage et le moment où j'ai téléphoné pour prendre un rendez-vous, 2 mois. 2 mois. Juste une petite parenthèse sur le fait que vous êtes resté longtemps dans l'ignorance de votre maladie. Et c'est juste l'un des effets positifs du Téléthon. Je le signale à chaque fois quand même, parce que grâce à l'argent des Français, les chercheurs ont pu établir la carte du génome. Et c'est comme ça qu'on a pu diagnostiquer les gènes à l'origine d'un certain nombre de maladies génétiques, dont la vôtre. Oui. Et comme souvent le disent les malades, à partir du moment où on connaît le diagnostic, déjà on peut lutter contre son mal, quoi. Oui. Déjà mieux. Vous nous raconterez tout à l'heure un peu plus tard cette rencontre avec le professeur Lantieri qui a changé votre vie, mais aussi vos doutes, vos questions, ce que vous avez pu vous poser avant d'avoir recours à cette opération irréversible. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. D'abord, nous allons saluer Stéphanie. Bonjour Stéphanie. C'est vous, Stéphanie, qui avez contacté notre rédaction avant l'été pour participer à notre émission. Qu'est-ce qui vous y a poussé? Alors, c'est ma petite sœur qui m'a téléphoné un jour en me disant, voilà, je connais les prochains thèmes de l'émission, toute une histoire. Le thème de l'émission sur « Je ne supporte pas plus mon visage », c'est toi. Elle connaît ma souffrance, on en parle souvent entre sœurs. Et elle m'a dit, vas-y. Vas-y comme quoi? Comme une bouée de secours? Vas-y pour être confrontée à d'autres personnes qui connaissent cette souffrance intérieure, qui n'est pas facile à faire comprendre, si vous êtes d'accord, aux personnes de notre entourage. Et oui, j'espère trouver des solutions, des clés pour pouvoir aller mieux. Et peut-être qu'Yvonne a un secret. Dans l'espoir de vous alléger de cette souffrance. Tout à fait. De quels maux souffrez-vous? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a 13 ans, j'ai été opérée d'un ostéosarcome du maxillaire supérieur droit. Donc très jeune, à quel âge? 24 ans. J'avais un bébé de 9 mois à l'époque, quand on a diagnostiqué la maladie. Qu'est-ce qui se passait? Vous aviez une tumeur, une grosseur? J'avais comme une grosseur sur la gencive auquel je ne prêtais pas attention parce que j'avais un bébé, parce que j'avais ma vie professionnelle. Et quelques temps après, quand mes parents sont venus nous rendre visite à la maison, m'ont dit, mais je ne les avais pas vus depuis quelques temps, mais je pense qu'il faut que tu consultes rapidement parce que, oui, tu as une Vous aviez une déformation? Une jolie boule, oui. Et puis, j'ai consulté, et puis le diagnostic est tombé rapidement. Après la biopsie, c'était une tumeur. Donc, ça veut dire qu'il fallait opérer, et ce n'est pas une opération facile à cet endroit-là? Ça a été très, très difficile, oui. Une grosse opération, oui. C'est-à-dire qu'on a ouvert votre visage, j'imagine? Tout à fait, oui, oui. On a ouvert le visage, on m'a retiré une partie de la mâchoire, bien sûr les dents, et la reconstruction s'est faite en même temps. Donc une grosse intervention de 9 heures avec des transfusions parce que la reconstruction s'est faite avec un morceau de mon péroné, plus un greffon, donc, ici, qui sert de palais maintenant. Et puis une plaque en titane qui tient tout ça. Voilà. Un travail remarquable. Hein. Je pense.
Moi, je vous le dis, j'imagine, je comprends bien votre douleur d'avoir un visage différent, mais en tout cas, le travail a l'air remarquable. Oui, il y a eu plusieurs interventions. Et vous avez subi combien d'interventions chirurgicales? Quelque temps après, on m'a réopérée parce que le chirurgien n'était pas satisfaite. Elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle avait pratiqué. Il a fallu remodeler un petit peu. Et puis, j'ai eu un petit peu plus d'interventions esthétiques après tout ce qui était traitement lourd comme la chimio et la radiothérapie. Oui, parce qu'en plus, il y avait des traitements contre le cancer. Tout à fait. Comment avez-vous découvert votre nouveau visage? Dans quelles circonstances? Est-ce que ça s'est fait progressivement? J'avais caché, je dis caché parce qu'on m'avait déconseillé de le faire, mais vous savez, quand vous avez une idée en tête, j'avais caché un miroir dans mes affaires à l'hôpital. Et à mon réveil, quand on reprend ses esprits, je me suis dit tout de suite, oh là là, il faut le faire, je veux savoir à quoi je ressemble. Et vous deviez être quand même couverte de bandes, non, à ce moment-là? De bandes, non, mais j'étais sous pompe à morphine, donc je ne ressentais pas la douleur. Donc j'ai pris mon miroir et je me suis vue avec ce morceau de péroné qui dépassait et qui me dévisageait, et je ne me suis pas reconnue. Et là, c'était très, très dur. Au point que j'appuyais sur la pompe à morphine pour me rendormir, parce que c'est un effet, ça me permettait de me rendormir, et puis je me disais, c'est un cauchemar, c'est pas possible, quand je vais me réveiller, ça sera oublié. Ça n'a pas été le cas. À 24 ans. À 24 ans. Et le plus dur avec un bébé de 9 mois. Et faire le deuil d'un joli visage, j'imagine. Oui, parce que j'ai eu une adolescence un petit peu difficile, rondelette, acné, etc. Et puis j'avais retrouvé un certain équilibre. Quand j'ai rencontré mon mari, je me suis embellie. L'amour dit qu'on s'embellit avec l'amour. Et oui, je me trouvais jolie, coquette. Et justement, votre entourage, votre mari, votre bébé, est-ce que vous avez accepté de vous montrer à eux tout de suite? Oui, parce que, pardon, le bébé, c'est ce qui fait tenir. Je dis, mon fils, je veux le voir grandir. Donc, il était petit. Donc, il me dit toujours actuellement, maman, je t'aime comme tu es, et je ne t'ai jamais connue autrement. Donc, pour moi, maman, c'est maman opérée. Ça fait 13 ans que vous avez subi ces interventions. Vous en êtes où aujourd'hui avec votre image? Je n'ai jamais accepté mon visage. Je vis avec cette douleur intérieure depuis 13 ans. Je ne me reconnais pas. Je souffre au quotidien, au point de perdre confiance. Et c'est une souffrance, une obsession, je dirais même, une obsession au quotidien. Je suis dans ma voiture, je sors vite le miroir de courtoisie pour voir si ça va, mais non, ça ne va pas, puisque je l'ai fait 10 minutes avant. Et comme si j'espérais que ça allait s'améliorer. Comment vous vous sentez aujourd'hui devant des caméras de télévision? Ça me fait du bien de parler de ma souffrance avec les invités. C'est un pas énorme. C'est-à-dire que vous qui avez du mal à vous regarder dans votre rétroviseur, vous êtes là aujourd'hui devant des milliers de téléspectateurs. Oui, c'est toute une contradiction. Mais je fais un travail aussi avec un thérapeute depuis fort longtemps. Mais c'est aussi un moyen de me dire, allez hop, on y va, advienne que pourra. Et puis ça m'a demandé beaucoup de réflexion. Mais il faut que j'arrive à m'accepter pour avancer. Bravo en tout cas. Jocelyne. Voilà, vous êtes installée face à nos invités. Comment réagissez-vous à l'histoire de Stéphanie?
Elle me touche beaucoup. Parce que je croiserais Stéphanie dans la rue, elle serait pour moi une femme comme une autre. Et peut-être même que je me dirais, voilà, elle est jolie, elle a des jolis yeux. Et ce qui me fait venir ici, ce qui me motive, c'est quelle aide je peux apporter à des personnes qui ne méritent pas la souffrance qu'ils s'infligent. Que vous avez peut-être connu, vous aussi, et que vous avez dépassé? Bah oui, je suis passée par toutes les étapes dont tu as parlé, Patricia, par exemple. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis victime d'un accident domestique. Voilà, j'ai voulu allumer mon poêle à fioul et c'est le poêle à fioul qui m'a allumée. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Vous pouvez, chez vous, réagir sur Twitter ou sur Facebook. Mais d'abord, je vous propose de découvrir le menu de nos prochaines émissions. A tout de suite. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Votre conjoint vous a trompé et vous ne savez pas si vous devez pardonner ou mettre un terme à votre relation. Votre ex s'apprête à se marier et vous hésitez à assister à la cérémonie. Vous êtes amoureux en secret et vous n'osez pas déclarer votre flamme. À 50 ans, vous n'avez encore jamais trouvé l'amour et vous commencez à désespérer. Après une trahison amoureuse, vous ne parvenez plus à refaire confiance. Votre partenaire et vous êtes très différents et vous vous demandez si votre relation pourra durer. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou sur les réseaux sociaux. On était très fusionnels, intimement, c'était merveilleux. C'était toujours quelqu'un que je regardais avec les yeux, j'étais comme ça. Et si la passion pouvait devenir destructrice? Je l'aimais comme il n'est pas possible d'aimer un homme, quoi. Moi, j'acceptais ces actes de violence. Je le vois arriver dans une colère, mais que j'ai pas compris parce qu'il s'était rien passé. Et puis c'est parti. Et je suis restée là. Par amour, elles ont tout accepté. J'ai commencé à avoir des doutes sur sa fidélité. Il y avait des coups de téléphone qui donnaient très volontiers à côté de moi, et puis d'autres où il partait s'enfermer dans la chambre. Je suis tombée sur un message d'une femme qui lui disait qu'elle l'aimait et qu'il lui manquait. Malgré ces infidélités ou la violence de leur conjoint, leur amour est resté intact. Je me retrouve à genoux, à ses pieds, à le supplier de rester. J'étais tellement amoureuse, je pensais que j'allais pouvoir le changer, donc on s'accroche. Et pourtant, elles ont fini par avoir un déclic. Je ne sais pas trop ce que je veux dans la vie, mais par contre, je sais parfaitement ce que je ne veux pas et ce que je ne veux plus. Vous aussi, vous pouvez témoigner dans toute une histoire. Vous vous apprêtez à vivre un moment clé de votre vie et vous avez besoin de conseils pour mieux vivre cette étape. Vous avez la sensation d'être dans une impasse et vous voudriez consulter nos experts pour pouvoir régler vos problèmes et avancer dans votre vie. Votre couple est en danger et vous ne savez plus quoi faire pour débloquer la situation. Vous êtes en froid avec l'un de vos proches et vous aimeriez lui lancer un appel depuis notre plateau afin de vous réconcilier. Vous venez de découvrir un secret de famille et vous ne savez pas comment réagir. Pour participer à notre émission, vous pouvez contacter notre équipe au 0820 16 30 15 ou sur notre site internet. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités ont été frappés par un accident ou une maladie et depuis, ils n'ont plus le même visage qu'avant. Affronter votre regard aujourd'hui est extrêmement courageux de leur part et c'est peut-être pour eux un premier pas vers une meilleure acceptation d'eux-mêmes. Juste un commentaire sur l'attitude de Patricia. Yvonne soulignait tout à l'heure le courage et la générosité de ces invités qui viennent faire partager leur histoire. Et c'est la première fois que j'entends ça pendant la coupure. Patricia qui me dit « Ça va, vous ?» Alors que quand même, c'est une question qu'on pourrait leur poser à eux et saluer leur courage d'être là aujourd'hui. Mais non, elle pense à moi.
Donc merci de penser à moi. On va découvrir à présent la suite du témoignage de Jocelyne dans notre deuxième partie. Garder une belle image de soi. Vous avez commencé à nous raconter votre histoire tout à l'heure, à vous dire que vous êtes passé par les souffrances qu'ont connues nos invités en étant victime vous-même d'un accident domestique. Oui. Donc dans quelles circonstances cela vous est arrivé? Vous vous êtes fait brûler en souhaitant allumer votre poêle? Voilà, c'est ça, j'ai commis une erreur. Je venais d'acheter une maison à la campagne. C'était le deuxième week-end que j'y passais. Il faisait froid. Au bout d'un moment, je n'ai plus supporté d'avoir aussi froid. Et je me suis résolue à utiliser le poêle à fioul qui était là, dont on m'avait dit qu'il pouvait très très bien chauffer. J'ai suivi les instructions. Et en un millième de seconde, j'ai compris que ma vie d'avant s'arrêtait là. Voilà. Que c'était terminé, qu'il était en train de se passer quelque chose d'extrêmement grave, parce que la flamme est sortie, une flamme bleue est sortie de ce poêle à fioul. L'instinct a fait que j'ai protégé mes yeux en levant le bras pour les cacher. Et toutes les parties du corps que j'ai découvertes en protégeant mes yeux ont été brûlées. J'ai hurlé instantanément. J'ai essayé d'étouffer ce feu avec une serviette de toilette. Et je me suis rendu compte que ça ne suffirait pas. Et là, ma panique a vraiment redoublé. Et heureusement, des voisins m'ont entendue. Donc, vous avez été secouru, vous êtes parti à l'hôpital, vous avez été plongé dans un coma et vous vous êtes réveillé combien de temps après? 5-6 semaines après, oui. Est-ce que tout de suite, en vous réveillant, vous avez souhaité voir votre visage? Non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça en service de réanimation. J'avais une trachéo. On m'a réveillée progressivement. Les autres, la famille qui venait me voir devait se rendre compte que moi j'étais en train de me réveiller, mais moi j'en avais pas tout à fait conscience. Et puis il y a eu le jour du réveil total. Et c'était le jour de la Toussaint. C'est assez drôle, c'est le jour de la fête des morts, j'ai ressuscité. Et j'ai vu ma famille derrière la vitre, puisque j'étais en chambre stérile, donc on était séparés. J'avais une trachéo et je ne pouvais pas parler. Et j'étais très heureuse de les voir, extrêmement heureuse de les voir, extrêmement heureuse de savoir que j'étais vivante. Et j'ai levé le poing vers eux en signe de victoire. Et je voulais leur dire, je m'en suis sortie, j'ai vaincu, je suis vivante, je suis là, j'ai échappé au pire. Quelles que soient les séquelles. Oui, ben alors... L'important, c'est d'être vivant. Voilà, parce que en réa, aux soins intensifs à Percy, quand on a une trachéo, pour communiquer avec les personnes qui se trouvent dans un petit aquarium derrière, on nous donne une petite ardoise et un feutre qui écrit pas très bien. Et comme j'ai pu, j'ai écrit je suis en vie et le reste n'est que broutille. Et j'ai vu leur visage s'illuminer complètement et j'ai eu un sentiment de renaissance. À quel moment vous avez accepté de vous voir? Est-ce que ça a été consécutif? Alors, il y a une petite période de transition entre le réveil et le changement de salle, de pièce. On passe d'une chambre entièrement stérile, où on est séparé de tout le monde, où on a la trachéo, on est intubé, etc. Puis, petit à petit, on nous extube, on enlève la trachéo, et puis à ce moment-là, on peut nous changer de chambre. Et on nous explique qu'on s'avance, on va vers la sortie. Voilà, qu'on va vers la guérison, qu'on va vers la sortie. Et le protocole veut qu'à quelques jours avant la sortie, on nous montre le miroir. C'est la cérémonie du miroir. Et j'en avais très peur.
J'en avais très peur parce que au moment de l'accident, je ne disais que deux choses. Je ne criais que deux choses. Mon visage, mes parents, mes pauvres parents. J'imaginais tout de suite, je me disais c'est une catastrophe qui leur tombe dessus. C'est sur eux que ça tombe. Vous aviez quel âge lorsque ça vous est arrivé? 45 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous voyant dans ce miroir? Avant l'accident, j'attachais une énorme importance à mon apparence, à mon visage. Je pensais que c'était mon visage qui me rendait aimable. Et j'avais peur de faire peur aussi. Et je disais à ma famille qui était derrière le miroir, mais vous me regardez, vous souriez, vous avez l'air heureux, je vous fais pas peur? Je ne vous fais pas peur, c'était vraiment mon inquiétude. Je me suis dit, je suis une personne brûlée. Le brûlé, c'est celui qui fait peur. Alors, et j'irai même plus loin parce que dans les films de série B, dans les séries, le brûlé, c'est le psychopathe. C'est-à-dire que non seulement il est défiguré, mais il est monstrueux à l'intérieur aussi. C'est vrai. Dans les mauvais films, dans les mauvais scénarios, c'est l'image qui est véhiculée. Et j'avais peur que mon visage fasse peur aux enfants. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous regardez cette photo, par exemple? Est-ce qu'il vous arrive de regarder vos photos d'avant, comme vous dites? Oui, oui, avec plaisir. Vous les regardez avec plaisir? Oui, 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 bien sûr. C'est la même personne? La même personne en mieux. En mieux. Pourquoi en mieux? Parce que toutes ces épreuves m'ont permis de découvrir mes ressources, de libérer mes forces, d'être enfin attentive à ce que les autres me renvoyaient de moi. Et pas que de votre visage? Oui. Peut-être que vous pouviez être aimable pour ce qui est à l'intérieur de vous. Voilà, oui, oui, tout à fait. Et puis on m'a donné tellement. On m'a tellement soutenue. On a apporté tellement de soutien à ma famille parce que tout le temps où j'étais dans le coma, bon, eh bien, je ne vivais pas. Et mes parents et toute ma famille ont été extrêmement soutenus par nos amis, mes collègues, mes élèves. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Patricia? Quel conseil aimeriez-vous lui donner? Vous qui avez traversé, j'imagine, tous ces moments de doute, d'interrogation sur le regard qu'on porterait sur vous-même. Ben, je pense qu'on est sur le même chemin, sauf que pour Patricia, je crois que Patricia a dit à un moment qu'elle aurait préféré mourir. Et elle est vivante. Et c'est vrai, Alexandra, elle dit être vivante pour quoi faire? Mais être vivant pour être soi et rendre sa vie belle et aller vers le bonheur et non faire qu'un seul but. Et c'est pas un beau visage qui rend une personne heureuse. J'étais beaucoup plus malheureuse avant d'être défigurée. Je m'aimais beaucoup moins avant d'être défigurée. C'est à force d'écouter et surtout d'entendre les encouragements des gens qui sont autour de moi, là pour venir à l'émission, tu es forte, n'aie pas peur, n'aie pas le trac, tu as eu beaucoup de courage. Bon, ben, il faut y croire à tous ces messages positifs, il faut y croire, à mon avis, et travailler à construire sa vie en direction du bonheur et pour être heureux. Parce qu'à la fin, de toute façon, on meurt. Alors qu'on ait été heureux ou malheureux pendant tout le chemin... Donc ça veut dire accepter ce qui est,
être dans l'instant présent. Oui, et surtout s'accepter pour accepter les messages bienveillants d'autrui. Et ça, c'est très très important ce que vous dites. Et je voudrais rebondir, sur Stéphanie, parce que Stéphanie, vous avez demandé un conseil. Je vais juste vous donner un conseil très bref. J'ai l'impression que vous avez toujours été en conflit avec votre image. Vous avez toujours dû lutter pour vous aimer, pour vous apprécier, pour avoir confiance en vous. Donc aujourd'hui, ce que vous supportez peut-être pas et ce que vous n'avez pas pu intégrer, c'est ce qu'on appelle en psychologie une zone un peu froide qui n'a pas été investie. Et c'est la partie greffon de votre visage que vous ne supportez pas parce qu'on vous voit toujours regarder d'un côté et pas regarder en face à face. Alors je crois qu'il faut accepter tout ce que votre enfant vous dit, ce que votre mari vous dit, ce que votre entourage vous dit, parce qu'il n'y a que l'amour qui puisse transcender quelque part ces plages un peu froides et non investies. Patricia, vous nous avez confié tout à l'heure avoir subi beaucoup d'opérations, plus d'une centaine d'opérations. Sans rien. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous reconstruire? Qu'est-ce qui m'a aidé à me reconstruire? Oui. Où avez-vous trouvé la force? À un certain moment, je n'ai pas trop le choix. J'ai des enfants, j'ai envie de les voir grandir. Mais vous êtes livré à un travail qui vous a permis peut-être d'extérioriser tout ce que vous ressentiez? Oui. Travail d'écriture? Oui. J'ai écrit un livre. À quel moment? Quand j'ai pu rentrer chez moi à la maison et que je me suis rendu compte, j'écrivais, je dis tiens, dans ta vie, il y a énormément de synchronicité. C'est un truc incroyable. Et j'ai commencé à déposer ça sur le papier. Et puis j'ai dit, il faut que cela se sache, il faut... Ce livre, fait partie de ma vie, mais dans ce livre, il y a également tout le cheminement judiciaire. Il y a tout ce que j'explique, ce qu'un brûlé passe. Et il y a surtout des messages pour les femmes, qu'elles soient violentées, qu'elles soient même humiliées. C'était ça en fait. Quand mon procès était terminé, j'ai dit ok, tu sais ce que tu vas faire de ta vie maintenant. Et donc j'aide beaucoup de femmes dans ce sens-là. Est-ce que vous vous dites quoi aujourd'hui finalement, que vous avez trouvé du sens à votre vie? Est-ce que votre vie avait déjà du sens avant l'horreur que vous avez vécue? Mais avant, je m'occupais beaucoup de mes enfants, puis je travaillais énormément. Je vivais le jour. Aujourd'hui, j'ai des buts. J'ai 2 buts et je suis quelqu'un de combatif et j'irai jusqu'au bout pour les gagner. Je ne peux pas admettre juridiquement qu'un meurtrier reçoit une peine de 30 ans et il n'en sort qu'au bout de 10. C'est aberrant. J'ai été aussi la seule aussi, on peut dire, vivante dans une cour d'assises. Une réaction de Patricia peut-être, d'Alexandra? Je dis à madame, chapeau. Chapeau, parce qu'à côté de madame, je me dis que moi, je n'ai rien du tout. C'est un combat bien plus rude que le mien. Mais sur l'idée que ce qu'elle a traversé, elle a fini par y trouver du sens. Oui, mais je dis chapeau. Ouais. Dans ce malheur, elle arrive à dire j'ai des buts maintenant. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous saurez trouver? Je sais pas. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Peut-être un jour, mais voilà. Jérôme, vous vous êtes atteint d'une maladie génétique et il y a 4 ans, on vous a greffé le visage d'un autre. Quelles questions vous êtes-vous posées? Vous nous avez dit que vous aviez hésité pendant 2 mois après avoir entendu parler d'un reportage d'une greffe à laquelle avait procédé le professeur Lantieri. Vous êtes posé quelles questions pendant ces 2 mois? Que 2 questions. Est-ce qu'il fallait que je le fasse? Avec quel résultat? Et si je ne le faisais pas, comment allait évoluer la maladie? Donc j'étais sans arrêt entre ces 2 pôles. Et
je me suis dit que, de toute façon, qu'il n'essaye rien de rien, donc je me suis décidé. Donc vous avez rencontré le professeur Lantieri. Oui. Donc bon, vous avez subi cette greffe. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez découvert votre nouveau visage? Je me suis dit, c'est mon visage. Vous vous êtes accepté tout de suite? Tout de suite. Avec le visage d'un inconnu quand même. Oui, je l'ai tout de suite accepté, sachant que bien évidemment, il y avait encore les hématomes à ce moment-là. Ouais. Et qu'avec les hématomes, j'étais déjà satisfait. Donc, une fois que les hématomes allaient disparaître, j'allais forcément être encore plus satisfait. Satisfait parce que Parce que c'était un visage lisse, sans boursouflure. On n'a pas un trouble de l'identité Non. à ce moment-là? Pas en ce qui me concerne, non. C'est un soulagement pour vous Oui, d'exister avec un visage présentable? Voilà, c'était plus qu'un soulagement, un apaisement. Enfin, un visage humain, entre guillemets. En quoi cette opération a-t-elle bouleversé votre vie? Voilà. Le regard des autres à mon égard a changé. Lorsque je m'assois à côté de quelqu'un, cette personne ne se lève plus pour aller s'asseoir ailleurs, ce que j'ai vécu auparavant. C'est des gestes de sympathie, des sourires sympathiques aussi. Et je me suis plus ouvert aux autres. Jamais je n'aurais accepté votre invitation avant ma greffe. Quand vous vous regardez dans un miroir aujourd'hui, qui voyez-vous? Moi. Moi, uniquement moi. Est-ce que vous avez cherché à obtenir des informations sur votre donneur? Non, parce que ce qui fait la beauté du don d'organes, c'est justement l'anonymat. Et je pense que si je rencontrais la famille du donneur, forcément la relation serait faussée. Parce que je verrais en eux la famille du donneur et eux verraient en moi peut-être une part de leur défunt. Quel est le sens de votre présence aujourd'hui? Justement, dire que si je suis ici, c'est grâce à une personne qui, quelque part en France, a décidé de faire don de ses organes et sa famille qui a accepté le prélèvement. Et je pense que, je l'avais déjà dit sur une antenne d'un de vos confrères, mais c'est peut-être le plus beau geste que l'homme puisse faire à l'homme, le don de soi et le don d'organes. Est-ce que vous avez lu ce merveilleux livre qui s'appelle « Réparer les vivants » ? Oh oui, magnifique. Magnifique. Oui, magnifique. Maëlys de Kerangal, magnifique. Voilà. Stéphanie, même question. Qui voyez-vous dans la glace quand vous vous regardez ? Une autre personne que celle que j'étais précédemment, avant l'opération. Vous voyez celle-là, dans la glace ? Je vois une autre personne. C'est plus moi. Et ça ne le sera jamais plus. Donc vous voyez une autre personne que celle que vous étiez auparavant ? J'ai du mal à me reconnaître. Oui, pour moi, c'est plus moi. Il y a quelque chose qui est-ce que le travail, ce ne serait pas justement d'accepter celle que vous êtes aujourd'hui ? Qui est vous aujourd'hui ? J'y travaille, mais c'est un travail de longue haleine. Alors, votre papa est avec nous dans le public. Gérard, merci. Oui, bonjour là. Sophie. Comment réagissez-vous aux propos de votre fille? J'imagine que c'est douloureux. En tant que père, je ne peux pas la suivre. Pour moi, c'est ma fille. Son visage a changé, c'est vrai, mais elle est belle. Ouais. Je ne peux que l'inciter à continuer et à ne pas regarder le miroir. C'est tout ce que je peux lui dire. À ne pas regarder le miroir ou à le regarder avec bienveillance, en acceptant celle qu'elle est devenue?
Yvonne? Accepter effectivement son reflet, pour accepter aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les regards bienveillants soient posés sur vous. Parce qu'il y a toujours une interaction entre le visage que vous portez sur vous et le regard que les autres portent sur vous. C'est quand votre regard sur vous a changé que le regard des autres change. Et je crois qu'il faut travailler peut-être sur la façon que vous aviez déjà antérieurement de ne pas accepter votre image de vous-même. Ça a réactivé tout ça. Votre opération a réactivé d'anciens démons. Je pense. Stéphanie, vous souhaitiez poser des questions à Yvonne? Quelles sont les clés? Quelles sont les clés pour s'accepter? Je vois aussi, j'ai oublié votre prénom, Jocelyne aussi, c'est merveilleux de vous entendre parler, c'est magnifique, surtout quand vous dites je me préfère, je m'aime plus qu'avant. Mais je suis sûre que ça va vous arriver aussi. Pour moi, c'est extraordinaire. Mais trouver ces ressources en soi. Vous avez énormément de ressources en vous que vous méconnaissez. Je crois que c'est ça qu'il faut aller chercher. Et vous aimer un peu plus. Alors, ne pas fuir l'autre. C'est facile de dire ça. C'est très difficile. Votre visage ne changera pas. Comment on apprend à s'aimer un peu plus? Alors, en ne se regardant pas tout le temps, en n'étant pas obsédé par ce reflet qu'on ne supporte pas. Ça, je crois qu'il faut faire le deuil de ces imperfections. C'est très important. Vous êtes jolie, mais ça, vous ne pouvez pas l'entendre tant que vous n'ouvrez pas la porte, justement, à ces conseils bienveillants. Est-ce que vous pouviez l'entendre avant? J'imagine que votre papa vous l'a souvent dit. S'il vous dit que vous êtes belle aujourd'hui, est-ce qu'il vous le disait avant? Oui, bien sûr. Mes parents m'ont toujours dit que. Et est-ce qu'avant cette opération, est-ce que vous vous sentiez jolie? Oui, j'étais coquette, j'aimais maquiller, Vous vous regardiez avec plaisir dans le Oui, miroir? avec plaisir, oui, bien sûr. Et puis quand on... Ça n'a pas toujours été le cas? Non, parce que j'ai une adolescence. Donc finalement, il n'y a pas eu une grande période pendant laquelle vous vous êtes regardé avec plaisir. Non. Donc ça veut dire qu'au fond de vous, il y avait des blessures déjà bien installées. Et c'est l'amour de votre mari, de vos enfants qui ont transcendé cela. Mais ça a réactivé tout ça, votre opération et votre maladie. Je crois que c'est là qu'il faut travailler, sur cette fragilité narcissique. Sentimentalement, vous en êtes où? Je suis divorcée depuis 2007 et je suis actuellement avec mon compagnon que j'ai rencontré donc, après l'opération. Donc il vous aime tel que vous êtes? Il m'aime tel que je suis. Mais j'ai du mal à y croire parfois. Et pourtant c'est le cas? Oui, parce que sinon, pour lui, il n'aurait pas choisi. Quand on en discute, il me dit que... il y a une phrase que je me répète souvent, c'est il m'a dit « tu as beaucoup de charme ». Et ça tourne dans ma tête et je me dis qu'est-ce que tu entends par charme? Ben, c'est pas ton visage, c'est une enveloppe. Enfin, c'est la personne en elle-même. Mais ça, c'est très féminin, de toute façon. Vous vous dites, il me dit j'ai beaucoup de charme, mais pourquoi il me dit pas que je suis jolie? C'est comme, comme quand on vous dit vous avez bonne mine ce matin. Ah, mais pourquoi hier j'avais pas bonne mine? Hein, c'est un peu, ça quand même. C'est un peu ça, oui, mais il y a ces doutes. Je pense que c'est une grosse perte de confiance en soi qui fait que si on ne s'aime pas soi-même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, c'est ce qu'on a du mal à... Il faut commencer par se faire aimer par les autres personnes, même si la personne est vraiment sincère. Alors, c'était pour vous une démarche un peu thérapeutique de venir sur ce canapé. Comment vous vous sentez là, à la fin de l'émission? Est-ce que ça vous a libéré de parler comme ça devant des caméras? Je ne peux pas dire que je sois libérée, je me sens comprise. Le fait de moins seule, voilà. Que les gens puissent comprendre que c'est pas parce qu'on est guéri d'une maladie qu'on ne souffre pas. Et j'espère avoir fait passer ce message, mais moi, je pense avoir des clés. Merci en tout cas à tous pour la sincérité de vos témoignages. Merci pour votre confiance. Merci pour votre courage et bravo pour ces combats. Merci à vous tous pour votre fidélité.